Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour justement découvrir un peu les crypto-monnaies et les blockchains, tous ensemble. On va essayer de voir ça de la manière la plus simple possible et aussi la plus ludique possible. Donc Cryptodidacte, aujourd'hui, c'est un compte, c'est un influenceur crypto-monnaie qui est géré par une équipe. Nous sommes 4. Donc la première personne, c'est celle qui s'adresse à vous aujourd'hui, c'est Florian Victor. Donc c'est moi qui crée tout le contenu. Ensuite, on a Rémi, qui est actuellement sur les appareils, donc qui est le vidéaste. C'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est la partie filmée de Cryptodidacte, que ce soit lorsqu'on fait des conférences, lorsqu'on fait des meet-up, mais aussi lorsqu'on fait des vidéos pour notre chaîne YouTube. Ensuite, on a Yannick, c'est le graphiste de la bande. C'est lui qui s'occupe de toute la partie image. Donc là, par exemple, toutes les diapos que vous voyez ici, le fond des diapos, tout ce qui est mis en image, c'est lui qui s'en occupe. Et enfin, on a Mathieu. Mathieu, c'est notre webmaster, parce que Cryptodidacte, c'est aussi un site. Et donc, c'est lui qui s'occupe de faire vivre ce site, de créer ce site et de l'améliorer petit à petit. Juste pour vous mettre, pour que vous puissiez savoir qui on est, on a découvert les crypto-monnaies fin 2017, donc c'est quand même assez récent. Pour remettre dans le contexte, fin 2017, c'était une période de bulle pour les crypto-monnaies. Elles avaient fortement augmenté, c'est là où les médias se sont mis à en parler. Et donc, comme beaucoup, on est arrivé à ce moment-là. Et puis, on a fini par décider de lancer Cryptodidacte en juin 2018 pour partager un petit peu tout ce qu'on apprenait dans l'écosystème. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas si simple que ça, qu'on avait beaucoup de choses à apprendre, et on s'est dit que ça pouvait être plus sympa d'apprendre à plusieurs, et donc de partager tout ça. Et l'équipe à 4 comme elle est aujourd'hui, c'est réellement constitué du coup en décembre 2018. Donc c'est quand même très récent. Je ne sais pas si vous avez tous eu le temps de répondre au sondage. On va essayer de voir ça tout de suite. Ok. Alors, il y a encore des gens qui votent. Très bien. Donc là, pour l'instant, on a 64 votants. L'objectif, c'était de savoir un petit peu quel public j'avais en face de moi pour pouvoir adapter correctement le discours. Et donc, on peut voir que vous êtes quand même majoritairement tous très récents dans l'écosystème des crypto-monnaies, donc moins de 1 an. Nous, à Cryptodidacte, comme je vous disais, on se situe plutôt entre 1 et 3 ans. Donc on peut voir qu'on est quand même beaucoup dans la même catégorie. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, il y en a plein qui existent, il y en a plus de 2000. Mais pour cette première conférence, on va s'attaquer principalement à Bitcoin. Je pense que c'est la plus connue. Si vous avez dû entendre parler d'une crypto-monnaie, c'est Bitcoin. Et on va s'attaquer justement à celle-ci parce que c'est celle qui a donné naissance à tout l'écosystème qu'on peut voir aujourd'hui. Et avant de vous parler de Bitcoin et d'essayer de vous faire comprendre en quoi c'est quelque chose qui est révolutionnaire et qu'il faut suivre aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Donc c'est l'histoire dans un village. C'est inspiré de Jean-Baptiste Prunel. C'est pas exactement son histoire lui, mais on va faire avec. C'est dans un village où il n'y a plus aucun moyen financier qui existe. Plus de billets, plus de pièces, plus de cartes bleues, plus de chèques. Tout ce que vous connaissez a disparu. Et du coup, le village se retrouve bien embêté les jours de marché pour pouvoir justement acheter et vendre des choses. Du coup, ils essayent de trouver une solution. La première solution qu'ils trouvent, c'est que chacun gère son propre compte. C'est-à-dire qu'on a un solde fictif et c'est à chacun de savoir où est-ce qu'il en est. Au départ, tout se passe très bien, chacun tient bien correctement ses comptes. Et puis, au bout de quelques jours, il y en a un qui se rend compte qu'en fait, comme il est le seul à connaître son compte, il peut tricher. Donc, il dépense de l'argent qu'il n'a pas. À partir de ce jour-là, on a un premier souci, c'est qu'il n'y a plus aucune confiance. En fait, on ne peut pas laisser les gens gérer leur compte seuls sans que personne vérifie, puisque finalement, ils peuvent tricher. À partir de là, le village essaye de réfléchir et ils vont adopter une autre solution. Ils vont demander à Jacques, le vieux sage du village, de tenir les comptes de tout le monde. Il est impartial, il est neutre, au moins il pourra servir d'arbitre. À partir de là, Jacques va se mettre à noter les comptes de tout le monde. Et donc par exemple, si Alice et Bob veulent faire un échange au marché, ils vont demander à Jacques si jamais ils ont bien la monnaie qu'ils prétendent avoir. Cela dure quelques jours et tout marche très bien. Puis, un matin, Jacques tombe malade. Et à ce moment-là, plus personne ne peut vérifier les comptes, puisqu'il était le seul à connaître les comptes de chacun.
Le village se retrouve paralysé, plus personne ne peut faire d'échange. Et finalement, on se dit que c'est peut-être pas une solution si avisée que ça, que ce soit une seule personne qui puisse contrôler l'argent de tout le monde. Alors le village continue de réfléchir, et finalement, la solution qu'il trouve, c'est que tout le monde note les comptes de tout le monde. C'est une totale transparence, et surtout, tout le monde peut vérifier que tout le monde dit la vérité. Ils essayent ça pendant quelques jours, et encore, et encore. Et un jour, quelqu'un essaye de tricher. Il essaye de dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Sauf que comme tout le monde a une trace des comptes de tout le monde, justement, il y a tout le village qui se rend compte qu'il essaye de tricher. Et c'est la première fois, justement, dans le village, qu'un tricheur se fait arrêter et qu'il n'y a aucun moyen d'aller outre ce système-là. La petite histoire que vous venez d'entendre ici, c'est à l'échelle d'un petit village, mais finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie réelle. Indirectement, ce que vous venez d'entendre ici, c'est une application concrète de la blockchain, et en quoi, justement, elle peut remplacer et améliorer notre système bancaire actuel. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Avant de commencer de parler de crypto-monnaie, de parler de Bitcoin, de parler de blockchain et de rentrer dans tous ces mots compliqués qui peuvent faire peur, on va essayer de parler un tout petit peu des monnaies traditionnelles, les monnaies que vous connaissez tous, le dollar, l'euro, etc. La première caractéristique de nos monnaies actuelles, c'est qu'elles sont centralisées. L'euro, par exemple, c'est la Banque centrale européenne qui va justement réguler son émission, les taux, et savoir justement comment est-ce que l'euro doit être contrôlé par les États. C'est une monnaie dite inflationniste. On entend par là le fait qu'il n'y a pas de limite à sa création. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne veut imprimer des euros, elle imprime de l'euro. Avant, on avait ce qu'on appelait justement le fait d'être baqué par de l'or. On ne pouvait pas créer plus d'argent que ce qu'on avait en réserve d'or, mais ça a été mis à bas par les États-Unis sous Nixon. Et enfin, on a un système financier obscur. Ce que j'entends par obscur, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui comprend le système financier actuel. Si je vous parle de réserve fractionnaire, je ne suis pas sûr que ça parle à grand monde ici. Et c'est un système qui est volontairement compliqué, justement, afin de garder ça entre les mains de quelques personnes. Aujourd'hui, pour le moment, tout marche très bien. On arrive à faire nos paiements. Je vais faire mes courses tous les jours, je paye mon essence. Je ne me pose même pas de question de si mon argent a de la valeur. Il en a, tout le monde l'accepte, c'est très bien comme ça. Mais si un jour vous n'avez plus confiance en ce système-là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si vous habitiez au Venezuela, par exemple, et si votre monnaie, tous les jours, elle perd de la valeur, Aujourd'hui, au Venezuela, ce qui arrive, c'est que les rues sont jonchées de billets. Les billets n'ont plus strictement aucune valeur. Là où avant, ils pouvaient acheter des choses avec leurs billets, aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien acheter. Et comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans ce cas-là ? C'est dans ce contexte que sont apparues les crypto-monnaies et principalement Bitcoin. Bitcoin est apparu en 2009, ce qui fait justement suite à une crise financière, la crise des subprimes. Alors ça n'a pas été fait par rapport à la crise des subprimes, mais c'est sorti en même temps. Et l'émergence du Bitcoin et le fait qu'il ait rencontré un succès vient probablement de là et de la défiance du système financier à ce moment-là. C'est une monnaie qu'on dit peer-to-peer. Alors je ne suis pas sûr que peer-to-peer, ça parle forcément à tout le monde. Ceux qui sont dans l'informatique, ceux qui font du téléchargement illégal peuvent comprendre ce mot-là. C'est juste le fait de faire des transferts pair à pair. C'est exactement pareil que quand vous utilisez de l'argent liquide. Si un jour vous devez payer votre boulangère et que vous la payez avec un billet de 5 €, vous donnez directement l'argent à votre boulangère. C'est peer-to-peer. Par contre, si vous la payez en carte bleue, le paiement va passer par votre banque avant d'arriver à votre boulangère. Là, on n'est plus du tout peer-to-peer. Bitcoin, c'est une crypto-monnaie sur Internet, donc pas de liquide, mais qui se veut obligatoirement peer-to-peer. On ne passe par personne. Elle est décentralisée et résistante à la censure. Justement, le fait qu'on ne passe par personne, qu'on n'ait aucune autorité au milieu, fait que personne ne peut vous empêcher de dépenser votre argent. Alors ça paraît un peu incongru comme ça, puisque nous, par exemple en France, on n'a pas trop ces problèmes-là. Mais il y a des pays, mais ça aussi arrive aussi en France, où les banques peuvent bloquer certains paiements. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, notamment lors d'achats de crypto-monnaies. Nos banques françaises sont plutôt contre les crypto-monnaies.
Et lorsque j'essaye d'acheter des crypto-monnaies, ma banque me dit que c'est interdit, que c'est pour ma protection, que c'est pour mon bien, mais finalement, ils ne me demandent absolument pas mon avis. C'est mon argent et j'ai pas le droit d'en faire ce que je veux. Bitcoin, justement, en étant décentralisé et en passant pas par un organisme central, j'évite de ne pas pouvoir utiliser mon argent comme je le souhaite. Et enfin, c'est une monnaie qui est évolutive. C'est une monnaie qui est basée sur du code informatique, comme un programme, comme les programmes que vous utilisez tous les jours, comme les applications que vous pouvez utiliser sur vos téléphones aujourd'hui. Et comme une application sur votre téléphone aujourd'hui, vous pouvez avoir des mises à jour. C'est exactement pareil pour Bitcoin. Comme c'est basé sur des codes, lorsqu'on rencontre des problèmes, lorsque cette monnaie est trop lente, pas assez efficace, ou qu'on a envie de l'améliorer, on peut faire évoluer le code et on peut transmettre ces mises à jour à tout le monde. Ce n'est pas une monnaie figée et les problèmes qui sont rencontrés aujourd'hui ne seront plus là le lendemain. La question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait confiance en ça? Bitcoin, ça parle à personne, c'est utilisé par personne. Les banques vous disent qu'il ne faut pas en acheter. Aujourd'hui, l'argent marche très bien. On ne comprendrait pas bien pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance en un tel système. Et en fait, Bitcoin, ça se repose sur une technologie qui s'appelle la blockchain. Et c'est ça justement qui doit vous faire donner confiance en Bitcoin. La blockchain, sa devise, c'est Don't Trust, Verify. Ne pas faire confiance, vérifier. L'objectif, c'est d'apporter une totale transparence dans un système. Là où le système financier aujourd'hui justement est obscur, où c'est très compliqué de comprendre comment il est régulé, comment il marche, comment la monnaie est émise, dans la blockchain, tout est transparent. Vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez aller voir le code de la monnaie. Donc vous pouvez comprendre cette monnaie. Vous pouvez essayer de voir pourquoi est-ce qu'elle a été émise, quand est-ce qu'elle sera émise, quand est-ce qu'elle s'arrêtera d'être émise. C'est vous qui avez les clés en main et personne du coup peut venir altérer l'information que vous recevez. La blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est un registre distribué. Si on reprend l'exemple de notre village, lorsqu'on avait Jacques le vieux sage qui justement tenait l'argent de tout le monde, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour votre banque. Aujourd'hui, votre argent, tout le monde ici, pour, à mon avis, 80% de votre capital, c'est votre banque qui le détient. Vous faites confiance à votre banque pour vous dire, aujourd'hui, sur votre compte, vous avez tant. Le jour où votre banque fait faillite, le jour où votre banque décide de fermer, votre argent, à ce moment-là, vous ne savez plus où il est. Vous ne savez plus comment le récupérer et vous avez probablement des raisons de vous inquiéter. Lorsque dans le village, tout le monde avait les comptes de tout le monde, c'était justement l'exemple de la blockchain. L'objectif, c'est que si jamais une personne du système tombe, il y a encore toutes les autres qui a le registre et qui permet de savoir qui a quoi et comment. Donc c'est ce qu'on appelle un registre distribué. De par le fait que ce registre soit distribué entre tout le monde, il est dit infalsifiable. Si jamais l'information est partagée entre 10 personnes, et que moi, je veux changer une information qui me concerne moi, il ne suffit pas que je la change chez moi. Il faut que je la change aussi chez tout le monde. Et évidemment, c'est bien plus compliqué de changer une information chez 10 personnes que de la changer chez une seule, comme par exemple avec votre banque. C'est horodaté. Le principe de l'horodatage dans la blockchain, c'est juste le fait qu'on va tout noter au centième de seconde près afin de pouvoir retracer l'historique et de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Et c'est censé remplacer un tiers de confiance. Lorsqu'on utilise une blockchain, on fait du type peer-to-peer, tout le monde a les données de tout le monde, et finalement, on n'a plus besoin d'avoir un organisme central qui régule tout ça. Alors là, vous avez un exemple de blockchain. L'objectif, c'est pas de comprendre ce schéma-là. Il n'y a même rien à comprendre ici. C'est juste pour que vous puissiez vous représenter très brièvement qu'est-ce que c'est. Une blockchain, ça va être une chaîne de blocs, comme vous pouvez le voir ici. Et avec le bloc le plus à droite, ça va être les transactions en cours. Par exemple, si moi, là, maintenant, je décide d'envoyer du Bitcoin à quelqu'un dans la salle, dans le dernier bloc de la blockchain, ouais, ça va être écrit justement une transaction avec écrit « Florian envoie tant de Bitcoin à tant ». Une fois que ce bloc sera validé, il sera rajouté à la blockchain et on commencera un nouveau bloc. Toutes les transactions qui sont ici sont infalsifiables, mais surtout on peut toutes les retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez justement explorer la blockchain Bitcoin, vous pouvez aller retrouver les transactions qui se sont passées en 2009.
Et ça, vous pouvez demander à votre banque d'essayer d'avoir votre historique de 2009. Je ne suis pas sûr qu'elle l'a. Aujourd'hui, je vous parle d'un système où tout le monde va vérifier tout le monde. On n'a plus besoin d'avoir une banque à qui faire confiance, c'est chacun qui doit faire confiance aux autres. Et la question c'est, pourquoi est-ce que je travaillerai à faire confiance aux autres? Pourquoi j'aiderai ce système-là? Quel est mon intérêt dans tout ça? La réponse dans cet intérêt-là, elle est multiple, mais la première, c'est de comprendre le rôle des mineurs. Je vais juste vous passer une courte vidéo afin de la comprendre. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet et notamment à se poser la question de pourquoi miner? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, pour faire avancer Bitcoin, d'avoir des mineurs qui viennent et qui font ce processus? Donc Bitcoin est un réseau pair à pair. Ouais. Donc il n'y a pas d'organisme central pour valider les transactions, Okay. comme une banque traditionnelle le ferait pour certifier l'authenticité, des transactions, ouais. etc. Donc c'est un système décentralisé. Donc les mineurs sont importants pour valider les blocs, valider les transactions, s'assurer qu'il n'y a pas de soucis, que la blockchain est bien sécurisée. Donc en fait, c'est-à-dire que les mineurs remplacent tous les mineurs ensemble, remplacent ce que par exemple un organisme central comme une banque pouvait faire avant. C'est ça, Okay. en beaucoup plus sécurisé, parce que du coup, plus ce système de décentralisation fait que ça apporte une grosse sécurité. Il n'y a pas un organisme central qui va donner son accord sur une transaction. C'est tout le monde qui doit se mettre d'accord. Okay. Donc ça apporte une grande sécurité au réseau Bitcoin. Ce que vous avez pu voir ici, c'est une vidéo qu'on a tournée à Grenoble cet été, chez Phil Mining. C'est une entreprise qui travaille dans les crypto-monnaies et qui principalement vend du matériel de minage justement pour des particuliers qui auraient envie de devenir mineurs. Toutes les machines que vous pouvez voir derrière sont comme des ordinateurs en fait, qui en permanence tournent pour sécuriser la blockchain dont je vous ai parlé juste avant. Pour faire simple, lorsqu'on reprend l'exemple de notre village, si on a Alice et Bob qui veulent faire un échange et que tout le monde connaît les comptes de tout le monde, c'est un peu fastidieux qu'absolument chaque personne soit obligée de vérifier le compte de Alice pour voir si Alice a le droit d'envoyer de l'argent à Bob. Ce serait vraiment long d'attendre que absolument tout le monde ait vérifié cela. Une solution qui a été trouvée, c'est de se dire, plutôt que de demander à tout le monde de faire la vérification, on va demander à uniquement certaines personnes de le faire. Donc par exemple, on pourrait dire, Jacques, le vieux sage de la dernière fois, vérifie que Alice a bien l'argent. Mais si on n'a qu'une seule personne, on se retrouve exactement dans le contexte d'avant avec votre banque. Il faut faire confiance à cette personne-là. Et le jour où on n'a plus confiance, ça ne marche pas. Si on demande à 2 personnes de vérifier, il suffit que Jacques et la deuxième personne ne soient pas d'accord, et à ce moment-là, on est dans un système bloqué. On ne sait plus comment avancer. Et on peut rajouter des personnes comme ça petit à petit, et petit à petit. Et c'est exactement ça les mineurs. Une blockchain, plus elle a de mineurs qui sont prêts à aider, à regarder, à vérifier les transactions, plus elle devient sécurisée, plus elle devient importante. L'objectif donc, c'est d'avoir le plus de mineurs possible sur une blockchain afin de la sécuriser. Le souci de miner, c'est qu'il faut vérifier quelque chose. Si je vous demande de vérifier le compte de Alice, vous allez ouvrir votre livre, vous avez tous les comptes, vous allez aller à la place d'Alice et vous allez lire ça. Bon, si vous êtes dans un village où il y a 3 personnes, c'est pas très compliqué à faire. Si vous êtes dans un village où il y a 10 millions de personnes, ce qui n'est plus un village, c'est déjà beaucoup plus compliqué et fastidieux à faire. Et à la fin, vous allez en avoir un petit peu marre de vérifier les comptes de tout le monde et de feuilleter des milliers de pages à chaque fois pour trouver la bonne personne avec le bon numéro de compte et savoir comment ça marche. C'est un travail qui est fastidieux, qui demande de l'effort, qui demande du temps, mais qui est nécessaire. C'est le prix pour pouvoir se passer d'une autorité centrale. Et la blockchain, pour justement réussir à vous inciter à faire ça, elle a créé ce qu'on appelle la proof of work ou la preuve de travail. Le principe, c'est qu'on fait tourner des ordinateurs qui justement vont faire ce travail de recherche. Ils vont faire ce travail de vérifier qu'une personne, quand elle dépense de l'argent, elle a bien cet argent. Sauf que faire tourner des ordinateurs, aujourd'hui, ça coûte de l'électricité. Vous allez faire tourner des ordinateurs toute la journée et ça va vous pomper de l'électricité toute la journée. C'est ce qu'on appelle de la dépense énergétique. Cette dépense énergétique, c'est ce qui va être votre ticket pour prouver que vous avez travaillé. En fait, pour prouver que vous êtes de bonne foi, on va vous demander de perdre de l'argent au début. C'est l'électricité que vous dépensez.
On part du principe que si vous dépensez suffisamment d'électricité, vous perdez suffisamment d'argent pour avoir envie de sécuriser correctement ce réseau-là. En fait, à partir du moment où vous avez un enjeu financier dans la balance, vous n'avez plus aucune raison de vouloir tricher dans le système. C'est pour ça qu'on peut faire confiance aux mineurs. Parce que les mineurs engagent une partie de leur argent au départ, et en échange d'un bon travail, ils vont recevoir des récompenses. C'est ce qu'on appelle l'incitation financière. Et la théorie des jeux, c'est une théorie mathématique qui est appliquée ici et qui montre justement que dans ce système-là, on a tout intérêt à être donc gagnant-gagnant, c'est-à-dire à s'entraider. On est dans un système où si jamais on essaye de tricher, finalement, pour tricher, on a dépensé tellement d'argent qu'on n'arrivera pas à rentrer dans nos frais en trichant. On a donc tout intérêt à aider le système et à le faire progresser. C'est comme ça qu'on arrive à instaurer de la confiance dans une monnaie comme Bitcoin, où il n'y a strictement aucune autorité centrale, où il n'y a aucune banque, où il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Mais juste des mineurs qui sont prêts à dépenser l'énergie contre rémunération pour faire un bon travail. Et le principe d'une blockchain, c'est de réussir à se passer justement de la confiance qu'on doit mettre dans une banque grâce à un modèle économique justement qui est différent. Tout à l'heure, je vous parlais du dollar et des euros, et je vous disais que c'était des monnaies inflationnistes. Le principe, c'est justement qu'on peut en produire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pour vraiment simplifier les choses, on dit qu'une chose, quand elle est rare, elle est chère. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec notre monnaie traditionnelle. On crée toujours plus d'argent, toujours plus de billets, toujours plus de billets. Ça devient donc de moins en moins rare, et donc elle a de moins en moins de valeur. Au jour le jour, on ne s'en rend absolument pas compte. Quand on a 1 euro et qu'on paye notre baguette de pain, le lendemain, avec notre euro, on peut toujours payer notre baguette de pain. Par contre, sur 10, sur 20, sur 30, sur 50 ans, ça peut se voir. On commence à voir justement que le pouvoir d'achat diminue, on commence à voir que c'est compliqué d'acheter avec la même somme d'argent ce qu'on pouvait acheter justement des années auparavant. Bitcoin a décidé de se baser totalement sur le contraire. Plutôt que de dire on va créer de la monnaie à l'infini et petit à petit elle va perdre de la valeur, on va se fixer une limite. La limite du nombre de bitcoins disponibles, c'est 21 millions. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique à droite. Et le principe, c'est qu'on crée beaucoup de bitcoins au début, et plus on avance de la limite des 21 millions, plus ça va être compliqué de l'éliminer, et plus ça va être long de l'éliminer. Pour la petite anecdote, au rythme actuel, le dernier bitcoin sera miné à peu près en 2140. Donc on a encore un peu de temps. L'objectif de ça, c'est de réussir à créer une monnaie qui va devenir de plus en plus rare, de plus en plus compliqué à obtenir. Puisque comme vous pouvez le voir sur la courbe, plus on va avancer dans le temps, moins on va créer de bitcoin en même temps. Donc on va avoir une offre de bitcoin qui va être de plus en plus petite. C'est ce qu'on appelle le stock-to-flow ratio. Alors le stock-to-flow ratio, c'est quelque chose qui est un peu barbare. Pour le simplifier, aujourd'hui, une des choses dans le monde qui a un des meilleurs stock-to-flow ratio, c'est l'or. L'or, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez limité, même si on n'arrive pas à savoir exactement les stocks que nous disposons sur Terre. Et pourtant, on a une demande qui est assez forte, puisqu'aujourd'hui, c'est une réserve de valeur. Et justement, quand on n'a plus confiance en nos monnaies traditionnelles, on a tendance à se tourner vers l'or. Le principe justement du Bitcoin, ça a été de répliquer un peu ça, et d'avoir un stock-to-flow ratio qui ne cesse d'augmenter. C'est fait par justement le fait qu'on produit de moins en moins de Bitcoin, et que du coup la demande, si elle reste la même, on va avoir un stock-to-flow ratio qui va augmenter. Tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus le temps va avancer, plus il va être compliqué d'obtenir des bitcoins, et donc, logiquement, plus Bitcoin devait prendre de la valeur. Je dis logiquement, et il n'y a rien qui est sûr là-dedans, puisque cela est bien sûr soumis à l'hypothèse que Bitcoin soit adopté par la population, et donc il y a de la demande. Si jamais personne n'a confiance en Bitcoin et personne ne décide de l'adopter, tout ceci tombera à l'eau. C'est aussi un nouveau modèle économique parce que c'est une incitation à moins consommer. Alors ça, je ne suis pas sûr que ce soit évident au premier abord, mais quand on prend vos monnaies traditionnelles, on a dit que par exemple, dans 30 ans, avec 10 euros, vous pourrez acheter moins qu'aujourd'hui avec 10 euros. Finalement, vous n'avez pas intérêt à garder votre argent, vous avez intérêt à consommer, à l'utiliser tout de suite, parce que c'est tout de suite que votre argent a sa pleine valeur. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans notre société aujourd'hui, on est dans une société de consommation, de surconsommation, on va toujours aller plus vite, toujours plus.
Et Bitcoin vient prendre un peu à contre-pied notre société actuelle, avec une monnaie justement qui a un modèle qui est censé lui donner de la valeur dans le temps. Finalement, on n'a aucun intérêt presque à dépenser notre Bitcoin aujourd'hui, puisqu'on part du principe qu'il vaudra plus cher demain. Comme il faut vivre, on aura toujours des dépenses à faire, mais c'est une incitation à moins consommer. Ça, je vous laisse réfléchir dessus, mais dans un monde où justement on réfléchit à comment essayer de trouver des solutions pour pouvoir tous vivre sur la même terre, ça peut être justement une solution. À grand pouvoir, grande responsabilité. Là, je vous ai parlé de Bitcoin, de qu'est-ce qu'il caractérise, qu'est-ce qui fait qu'il peut être intéressant, mais surtout ce que je vous ai dit, c'est qu'il remplaçait votre banque. Et aujourd'hui, votre banque, on a beau dire tout ce qu'on veut, elle fait quand même beaucoup pour vous. Aujourd'hui, votre banque, c'est elle qui sécurise votre argent, c'est elle qui vous permet de faire des virements à l'international, c'est elle qui vous permet de toucher votre salaire, de payer votre loyer, c'est elle qui vous permet, en cas d'arnaque, de retrouver vos fonds, c'est elle qui vous permet de faire des litiges. Avec Bitcoin, chacun est sa propre banque. Et ça, c'est quand même des responsabilités qu'on n'a pas l'habitude de prendre, surtout avec notre argent. On a tous perdu l'habitude de gérer notre argent. C'est fini le temps où on avait notre argent chez soi dans un coffre-fort et où on le protégeait nous-mêmes. Avec Bitcoin, du coup, il a fallu retrouver ses réflexes de gérer son argent, être sa propre banque et savoir sécuriser tout cela. Clé publique, clé privée, pour faire court, c'est quand vous avez un portefeuille Bitcoin, quand vous avez un compte bancaire. Aujourd'hui, vous avez un IBAN. C'est ce que vous donnez à tout le monde si jamais vous voulez recevoir de l'argent. Très bien. C'est la clé publique chez Bitcoin. Chez Bitcoin, si vous voulez donner l'accès à votre compte pour que des gens puissent vous envoyer de l'argent, c'est votre clé publique que vous donnez à des gens. La clé privée, au contraire, il ne faut absolument pas la donner parce que ça va être l'équivalent de votre identifiant et de votre mot de passe pour votre compte bancaire. Pour faire une analogie, par exemple, avec une maison, votre clé privée, c'est la clé pour entrer dans votre maison et votre clé publique, c'est votre adresse postale. Il y en a une que vous pouvez donner à tout le monde et l'autre que vous gardez précieusement pour vous. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde de gérer ses clés. Une clé privée, c'est quelque chose qui peut faire énormément de caractères. C'est des majuscules, des minuscules, c'est pire que les mots de passe qu'on vous donne pour le Wi-Fi lorsque vous recevez une box. C'est pas très intuitif. Si jamais, un jour, il vous venait l'idée d'acquérir des crypto-monnaies, de vouloir justement essayer tout ça, il est prudent et il est bon conseil de prendre, ou en tout cas de regarder, de se renseigner sur des solutions qui existent pour aider les particuliers justement à gérer ce genre de choses. Je vous ai mis à côté une photo, c'est une photo d'une ce qu'on appelle une clé Ledger. Ledger, c'est une entreprise française qui vous permet de gérer vos clés privées très simplement. C'est un peu comme un trousseau de clés et ça vous permet justement de ne plus avoir à vous soucier de ça. Ça me paraissait important d'en parler parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens essaient de rentrer dans cet écosystème-là sans être forcément suffisamment informés et peuvent se faire avoir sur des erreurs comme ça. Et contrairement à votre banque, aujourd'hui, votre banque, vous faites un paiement à une mauvaise personne, vous pouvez essayer de retrouver votre argent. Bitcoin, vous faites un paiement à une mauvaise personne, vous perdez l'accès à vos bitcoins, il n'y aura personne qui sera là pour vous dédommager. C'est vous, votre propre banque, c'est votre responsabilité. Il faut aussi faire attention parce qu'on est dans un monde naissant. Bitcoin, les blockchains, ça fait 10 ans que ça existe. C'est très très récent quand même à l'échelle d'une technologie. Il y a ce titre, c'est aussi l'aubaine pour les arnaques. On en voit tous les jours. Moi qui justement essaye de partager au quotidien du contenu sur Internet à propos des crypto-monnaies, même moi, je reçois des tentatives d'arnaque absolument tous les jours. C'est justement une aubaine pour ces gens-là qui part du principe qu'on n'est pas suffisamment informé, qu'on ne sait pas exactement comment ça marche, qu'on va pouvoir se faire avoir justement sur des petits détails. Et donc il faut être extrêmement prudent lorsqu'on évolue dans ce monde-là. Pour conclure sur Bitcoin, qui représente la première des crypto-monnaies, aujourd'hui la plus importante et surtout le début d'une nouvelle ère monétaire et d'une nouvelle alternative surtout monétaire, on a tous une raison différente pour vouloir entrer dans les crypto-monnaies. La plupart
c'est le dernier point que j'ai mis, j'aurais pu mettre en premier, c'est l'aspect financier. Je suis le premier à être rentré fin 2017. Fin 2017, c'était le moment où le Bitcoin a explosé. C'était le moment où justement ça paraissait facile de se faire de l'argent dessus. Beaucoup sont rentrés à partir de là. Mais Bitcoin aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est une idéologie. Alors Cypherpunk, c'est un mouvement de personnes qui défendent justement le fait qu'on doit tous avoir notre propre liberté et le contrôle absolu sur notre vie. Donc justement, qui essaie de se passer de tout ce qui va être autorité centrale ou choses du genre. L'idéologie aussi anti-banque, forcément. Ça peut être aussi pour la technologie. Donc la tokenisation et les smart contracts, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais avec les bitcoins, avec les crypto-monnaies, avec les blockchains, on a aujourd'hui pour les développeurs de nouveaux outils extrêmement puissants qui vont pouvoir nous permettre justement d'avancer, de créer de nouveaux cas d'usage, de nouvelles entreprises, de répondre à de nouveaux besoins. Et donc ça peut être justement un vrai défi pour des gens qui aimeraient trouver des métiers d'avenir. Et donc financière, forcément, que ce soit pour sa spéculation, sur le fait que vous pensez que Bitcoin peut prendre de la valeur sur le long terme, donc pour l'investissement, ou même en termes de transactions. La chose que j'ai remarqué avec toutes les personnes justement qui se sont intéressées à Bitcoin et qui ont essayé de vraiment rentrer dedans, c'est ce qu'on appelle down the rabbit hole. C'est le principe que une fois qu'on commence à tomber dedans, une fois qu'on commence à vraiment comprendre ce qui se passe derrière, et bien finalement on comprend absolument plus rien. C'est un écosystème qui est compliqué, qui est en pleine naissance. Il n'y a pas de formation toute faite, il n'y a pas d'explication toute claire. Tout le monde essaye de trouver la meilleure façon d'apprendre, de comprendre, de faire évoluer cet écosystème-là. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué de rentrer dedans, mais justement tout aussi passionnant, parce qu'il y a absolument tout à faire, tout à construire, et donc c'est un vrai challenge. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, il y a normalement un micro qui peut circuler dans la salle, afin que nous puissions y répondre. J'ai une question par rapport au cours du Bitcoin. Quand on regarde les différences, en 2 ans, il passe d'environ 3000, il passe de 16 700 à 3000. C'est quoi qui influe sur autant de différences? On peut le voir comme ça. Et si on le regarde sur 4 ans, on peut voir qu'il passe de 3000 à 3000, et ainsi de suite. En fait, Bitcoin, c'est une technologie qui est toute nouvelle, qui est toute jeune. Et en fait, vous pouvez le comparer un peu à un adolescent si vous voulez. Par moments, ça pique ses crises. C'est exactement pareil pour ça. Comme tout actif financier qui se lance, comme toute entreprise qui se lance, ça va traverser des hauts et des bas. Lorsqu'on parle par exemple aujourd'hui de la bourse traditionnelle, le Forex, il y a des cycles financiers. C'est ce qu'on a connu par exemple avec la crise des subprimes en 2008. C'est ce qu'on a pu connaître par le passé. C'est ce qu'aujourd'hui des gens disent qu'on pourrait reconnaître dans quelques années. Aujourd'hui, le fait que Bitcoin soit très jeune fait que justement ces cycles financiers qui sont naturels et qui sont présents dans tous les marchés traditionnels sont beaucoup plus rapides. Des choses qui peuvent se passer en des dizaines d'années aujourd'hui sur des marchés traditionnels vont se passer en seulement quelques années aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Tu me disais qu'en 2 ans, Bitcoin était passé de 16 000 à 3 000. Et c'est aussi vrai que justement en quelques mois, Bitcoin est passé de 3 000 à 14 000 et qu'aujourd'hui il est passé de 14 000 à 9 000. Et ainsi de suite. En fait, c'est un actif qui fait de très très grosses variations et justement qui connaît que des cycles où il va monter très très rapidement, puis descendre rapidement, puis monter très très rapidement. La chose à regarder, c'est vous pouvez regarder le prix de Bitcoin sur 2-3 ans et vous verrez que justement, il a plutôt tendance à monter puisqu'il retombe toujours moins bas que ce qu'il était avant. Après, la question de pourquoi est-ce que c'est provoqué, il n'y a pas de raison précise qui dit... C'est par exemple, souvent on essaye toujours d'invoquer une explication rationnelle à quelque chose. Par exemple, c'est parce qu'un gouvernement a banni Bitcoin que Bitcoin est descendu. Ça ne marche pas comme ça, c'est juste un actif financier et c'est normal qu'aujourd'hui il connaisse justement des bulles qui lui permettent de grandir petit à petit. Et c'est ça qui va permettre justement aussi d'assainir un petit peu le marché petit à petit. On a parlé de ligne de code par rapport au Bitcoin. Qu'est-ce qu'on fait du hackage ? Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de ligne de code en effet pour Bitcoin. Le code de Bitcoin est accessible en open source. Donc,
C'est sur un site qui s'appelle GitHub. C'est ce qui permet justement de mettre en ligne du code en open source pour les développeurs. Et ceux qui travaillent dans le monde du développement connaissent très probablement GitHub. Le principe même d'être open source, c'est que chacun peut le copier, et chacun peut le répliquer, chacun peut le modifier, chacun peut y toucher. Si jamais quelqu'un décide de venir modifier le code, de le hacker, de dire par exemple, aujourd'hui la valeur fixe c'est 21 millions, on va mettre plus que ça parce que justement ça fait partie de ses atouts pour se vendre, ce qui va se passer, c'est qu'il va être le seul à accepter ce changement-là en fait. Tous les autres savent très bien quel était l'ancien code, on a toujours accès à l'ancien code, et tous les autres vont dire, ben non en fait c'est pas ça le nouveau code, on n'a pas envie d'avoir ce nouveau code-là. Le code, c'est celui-ci, et ils vont tous remettre l'ancien. Exactement en fait, comme lorsqu'on fait par exemple un vote pour élire quelqu'un, tout changement de code au niveau d'une crypto-monnaie, donc là je prends Bitcoin mais je parle de toutes les crypto-monnaies qui peuvent exister dont le code est open source, si on veut changer justement ce code-là, il va falloir respecter des règles et donc aussi un accord de la communauté. Finalement c'est la communauté qui va décider est-ce qu'on accepte ce changement-là ou pas. Et donc tant que tu n'as pas plus de la moitié finalement des personnes qui vont dire oui ok moi j'accepte ce changement, il n'y aura jamais ce changement qui aura lieu. C'est pour ça qu'on dit que Bitcoin, les blockchains et les crypto-monnaies sont des actifs qui, plus ils seront adoptés par de nombreuses personnes, plus ils deviendront sécurisés parce que ce sera encore plus compliqué de réussir à obtenir justement ces 51% nécessaires afin de corrompre le système. Moi, c'est plus sur un aspect légal de la chose. La position des décideurs français vis-à-vis de la monnaie numérique et surtout leur champ d'action vis-à-vis de la monnaie numérique. La question est extrêmement intéressante parce qu'elle est découpée en deux parties justement, leur position actuelle et surtout le champ d'action. Comme on disait, le principe même de la blockchain, c'est que c'est partagé entre tout le monde, qu'on se passe d'autorité centrale, qu'on n'a justement personne au-dessus qui peut décider et donc finalement qu'on est non censurable. Et aujourd'hui, le champ d'action des gouvernements, ils ont beau avoir essayé, je ne parle pas forcément en France pour le moment, mais même dans le monde, ils se sont rendus compte que finalement, on ne pouvait pas dire « je bannis Bitcoin ». C'est impossible. Parce qu'en fait, si les gens veulent l'utiliser, ils n'ont strictement aucun moyen de le censurer. Le champ d'action qu'ils ont, ça va être plutôt de venir réguler, censurer, empêcher d'accéder aux plateformes qui vont permettre l'utilisation de Bitcoin aujourd'hui. Donc plutôt que d'empêcher d'utiliser Bitcoin, on va empêcher d'acheter de la crypto-monnaie. Par exemple, ce que les banques peuvent faire, de dire tu essaies de faire un virement vers une plateforme qu'on sait que c'est pour faire de la crypto-monnaie, on te dit non. Ça aujourd'hui, c'est le champ d'action du gouvernement. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'empêcher d'accéder à ce monde-là, mais une fois que quelqu'un est dans ce monde-là, le gouvernement ne pourra plus agir dessus. Pour ce qui est de la France et de sa position par rapport à tout ça, elle a été très changeante, un peu schizophrène par moment, mais on a plutôt un gouvernement aujourd'hui qui est ouvert sur ça. On a plusieurs députés qui sont vraiment pour les crypto-monnaies, qui essaient de défendre les intérêts des crypto-monnaies, qui essayent de montrer que ça peut être une alternative, qu'on n'est pas obligé de dire il faut choisir ou les banques ou les cryptos, c'est une guerre ou quoi que ce soit, que les deux peuvent avoir du bon, que les deux peuvent être différents et vivre ensemble. Mais on a aussi Bruno Le Maire qui nous défend, alors pas forcément autant qu'on l'aimerait dans l'écosystème, mais il a envie de faire de la France une crypto-nation, une nation qui serait capable justement de donner envie aux entreprises qui se lancent dans les crypto-monnaies et la blockchain de venir en France. Parce qu'on sent bien qu'il y a justement plein d'entreprises qui se créent là-dedans, qui peuvent être à forte valeur ajoutée. Et comme aujourd'hui, aucun pays ne s'est positionné justement sur ces choses-là, ça peut être intéressant d'être le premier pays à réguler afin d'attirer ces personnes-là. Malheureusement, on a quelque chose qui vient entacher lourdement ce discours-là, c'est tout ce qui va être les taxes, l'imposition, qui est très très lourde sur les crypto-monnaies et donc qui va justement dissuader énormément d'entreprises de venir en France malgré qu'on leur demande de venir et qui vont plutôt aller se tourner vers des pays comme Malte, l'Estonie, qui sont des pays qui sont déjà tournés depuis quelques temps vers les crypto-monnaies et vers tout ce qui va être justement une identité numérique, une monnaie numérique et des entreprises numériques. On dit que, en gros, le Bitcoin indexe les autres monnaies, ou plutôt que les autres crypto-monnaies sont indexées sur le Bitcoin. Est-ce qu'un jour, il y aura une indépendance des autres crypto-monnaies par rapport au Bitcoin ?
Aujourd'hui, et en effet depuis 10 ans que le Bitcoin existe, c'est très clairement le Bitcoin qui dirige le marché. C'est Bitcoin, on appelle ça le king dans l'écosystème, parce qu'il y a la première place en termes de capitalisation. Ce qu'on entend par là, c'est que c'est là où la majorité des gens sont investis, là où la majorité des gens ont mis leur argent. Et la tendance n'a pas l'air de montrer qu'il y aurait un changement prochainement, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des développeurs, des entreprises, se sont déjà lancés en fait justement sur Bitcoin, que quand Bitcoin rencontre un problème, la communauté est très active pour répondre à des solutions. Et ça, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies qui a des communautés aussi fortes que ça en fait. Actuellement, la deuxième crypto-monnaie, elle s'appelle Ethereum. Elle a aussi une communauté qui est extrêmement forte, notamment au niveau des développeurs. Il y a même eu un moment en 2017, on le verra dans une conférence plus tard, où elle a failli dépasser Bitcoin. Mais a priori, aujourd'hui, c'est pas encore possible parce qu'il y a beaucoup trop de failles en fait, dans les autres crypto-monnaies. Donc pour l'instant, Bitcoin reste premier. Et en fait, ce qui fait aussi ça, c'est justement ses caractéristiques. Le fait de se bloquer à 21 millions, de vouloir être un peu anti-système financier, de vouloir répondre à des choses, là où par exemple Ethereum n'a pas mis de limite au nombre d'Ethereum qui peuvent être émis, qui sont un gros frein pour la plupart des gens qui sont là par idéologie, par exemple. Oui, vous parlez de Bitcoin et d'Ethereum, mais il y a plein d'autres monnaies aussi qui arrivent toutes les semaines sur les marchés et qui sont très très spéculatives. Alors aujourd'hui, on estime le nombre de cryptos à environ 2500 si je ne me trompe pas. Donc c'est un nombre quand même assez conséquent et c'est totalement impossible de toutes les connaître, de vouloir se renseigner sur absolument toutes celles qui sortent. Aujourd'hui, créer une crypto, ou tout du moins un token qui ressemble à une crypto, ça prend 2 minutes. Mais quand je dis 2 minutes, c'est vraiment 2 minutes. N'importe qui peut le faire, il n'y a même plus besoin de savoir coder. Des outils ont été mis en ligne justement pour pouvoir créer très très facilement sa crypto et la diffuser à absolument toutes les personnes qu'on veut. Ça fait qu'il y a beaucoup de cryptos qui en effet sont créés pour être purement spéculatives et qui finalement sont basés en fait sur aucun cas d'usage concret ou sur aucune utilité réelle. Ces cryptos-là, ces tokens-là, c'est justement ce qu'on voit durant les phases de bulle haussière, donc par exemple fin 2017, où on a vu toutes ces petites cryptos qui montaient très 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 fortement, et ce sont celles aujourd'hui qui sont retombées à zéro, parce que finalement, en n'ayant aucune utilité à part être spéculative, elles finissent par s'autodétruire. Aujourd'hui, pour essayer de différencier un bon projet entre guillemets d'un mauvais projet, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de se renseigner sur le projet, d'essayer de voir est-ce qu'il essaie de répondre à une vraie problématique, est-ce que le code derrière est censé, est-ce qu'on a une vraie équipe qui travaille sur le projet, est-ce qu'on a une communauté surtout derrière qui soutient tout ça. Le maître mot quand même dans les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est d'avoir une communauté. Plus on a de gens qui sont investis dans votre crypto, plus la sécurité est grande, plus ça va être facile justement de construire et d'évoluer. Et tous ces petits projets-là, la plupart du temps, ils n'ont personne qui sont derrière eux. Et donc c'est justement ce genre de détails qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur le fait que ce soit juste quelque chose de spéculatif et pas quelque chose de vraiment viable pour le long terme. Du coup, vous restez que sur le Bitcoin, vous? Alors ça, c'est dans l'écosystème crypto. Je vais fuir la question pour moi. Dans l'écosystème crypto, on a plusieurs justement tendances. On a ce qu'on appelle les maximalistes. Ce sont des personnes qui justement pensent que seul Bitcoin est nécessaire, que nous pouvons aujourd'hui tout faire avec Bitcoin, et donc en effet toutes les autres cryptos n'ont strictement aucune valeur et retomberont à zéro. Donc ça, ce sont les maximalistes qui vont justement investir uniquement sur Bitcoin. Après, il y a d'autres personnes qui vont défendre qu'il peut y avoir d'autres cryptos qui peuvent avoir des atouts supplémentaires et qui peuvent coexister. On parlait d'Ethereum tout à l'heure. Ethereum va proposer, par exemple, pour ceux qui veulent faire de la programmation, pour ceux qui veulent justement automatiser des choses, une plus grande souplesse et de nouvelles fonctionnalités que Bitcoin avait énormément de mal à répondre jusqu'à aujourd'hui. Et donc, juste le fait d'avoir ce cas d'usage fait que Ethereum a aussi sa place à côté de Bitcoin. Donc, du coup, il y a des gens qui vont dire moi, je vais investir dans Bitcoin et dans Ethereum. Il n'y a pas forcément de besoin d'investir uniquement sur un seul projet. Il faut juste investir sur des projets qui semblent vraiment concrets et qui semblent vraiment vouloir offrir une solution à quelque chose. Après, si justement, dans votre vision, dans votre idéologie, dans vos recherches, vous voyez qu'une seule crypto qui pour vous a de la valeur, par exemple Bitcoin, alors oui, il faut investir que sur Bitcoin. C'est vraiment à chacun de réussir
à trouver là où ils pensent qu'il y a de la valeur, mais surtout de l'utilité en fait. Oui, à ce propos, sur ce que vous venez de dire, on entend parler beaucoup de problèmes de scalabilité. Est-ce que le nombre de transactions, qui j'en doute pas va aller grandissant et tout, ne va pas causer, si les systèmes ne bougent pas assez vite, justement, un peu, comme je dirais, pour imager, se tirer une balle dans le pied? Les problèmes de scalabilité, notamment sur Bitcoin, justement, on en a énormément entendu parler fin 2017 et début 2018, justement, suite à une grande augmentation du nombre de transactions qui a fait une congestion du réseau. Et là où des transactions sont censées être plus rapides sur des crypto-monnaies, et je vous montrerai tout à l'heure pour vous montrer qu'une transaction, en effet, pour s'échanger de l'argent, grâce aujourd'hui à Bitcoin, peut être extrêmement rapide, si ce n'est instantané, pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines. Et ça, c'est quelque chose, un problème en fait, sur lequel Bitcoin a été confronté parce qu'il ne s'attendait pas à une montée en charge aussi rapidement. Et c'est là justement la force d'une crypto-monnaie, parce que là où une monnaie traditionnelle, si jamais elle rencontre ce problème-là, elle ne peut rien changer à son système. Une crypto-monnaie comme Bitcoin, les développeurs qui étaient justement dans la communauté se sont mis à travailler directement en fait, sur une solution à apporter pour essayer de trouver une solution à cette scalabilité. Aujourd'hui, il y a une solution qui a été trouvée, qui s'appelle Lightning Network, qui est une amélioration de Bitcoin. Ça ne change rien qu'il y a toujours Bitcoin, ce n'est pas une nouvelle crypto, c'est juste comme une update sur une application. Qui va permettre de résoudre, et qui permet déjà de résoudre énormément de problèmes de scalabilité en simplifiant énormément les choses. Donc c'est justement un des atouts d'une crypto-monnaie, c'est de pouvoir évoluer et d'essayer de répondre à ce genre de problème-là comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura trop de transactions sur la blockchain? Ça sera trop gros, non? Alors en effet, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur une blockchain, on conserve absolument tout. On peut retracer l'historique d'absolument tout et retourner absolument au début. Petit à petit, du coup, la blockchain, naturellement, va grossir, et ça va devenir, entre guillemets, de plus en plus compliqué de pouvoir tout vérifier, de pouvoir tout charger, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, des solutions existent déjà. La plupart des gens, par exemple moi, quand j'utilise Bitcoin, j'ai pas besoin d'avoir absolument toute la blockchain de charger pour pouvoir utiliser Bitcoin, parce que je suis pas un mineur, c'est pas moi qui vérifie. Il y a que certaines personnes qui vont avoir besoin, notamment les mineurs, par exemple, de charger ce genre de choses, et donc ils vont recharger la blockchain au fur et à mesure, donc finalement ils vont pas rencontrer ce problème-là. On a aussi d'autres solutions qui arrivent petit à petit, par exemple, alors là on rentre un peu dans des maths et de l'informatique, mais ce qu'on appelle des arbres de Merkle, c'est des formes de stockage de données très particulières qui permettent justement à partir d'une grande quantité de données, arriver à faire une petite quantité de données, de compresser le tout et de simplifier énormément justement tout l'historique d'une blockchain afin de rendre justement celle-ci exploitable même des années et des années après. Je vous propose qu'on fasse la pause ici, parce qu'on a une petite pause de 10-15 minutes avant d'enchaîner sur une deuxième conférence. Et si jamais vous avez des questions, on pourra y répondre à ce moment-là. Merci de votre attention.